Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Et si notre consommation d'eau était trop élevée, Monaco dépend de la France lorsque nos ressources sont épuisées sur le territoire. Alors pour mieux vous informer sur l'état des réserves chez nous, la Société monégasque des eaux a mis en place une météo de l'eau et son directeur Manuel Nardi sera notre invité pour nous l'expliquer. Une nouvelle exposition à Monaco, parmi toutes celles proposées cet été, consacrée cette fois à Vincent van Gogh. Elle s'intitule Fort Vincent, connexions intemporelles et revisite les œuvres du peintre hollandais à travers le regard d'un artiste contemporain. Si vous avez des enfants, comment avez-vous choisi leur prénom? C'est notre grande question du mardi. Notre deuxième invité sera Baptiste Coulmont, un sociologue des prénoms, qui nous dira pourquoi certains parents privilégient les titeufs, fraises ou clafoutis. Enfin, nous ouvrirons une page sucrée avec les stars de l'été, les glaces, quelle que soit leur forme, leur couleur ou leur saveur, elles nous font encore fondre de bonheur. Mais avant de développer ces titres, un mot du déplacement princier qui s'est déroulé aujourd'hui. Le souverain a visité deux sites Grimaldi des Alpes-Maritimes, Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup, à l'invitation des maires des deux communes. L'occasion de se souvenir de l'attachement historique de la famille princière à ces lieux lorsque celle-ci avait été gouverneure de la cité de Saint-Paul au XVIIIe siècle ou lorsque Grace Kelly avait visité Saint-Paul-de-Vence en 1955, soit un an avant de devenir la princesse Grace de Monaco. Je vous propose d'écouter le prince Albert II à propos de cette visite au micro d'Émilie Rousseau. C'est non seulement d'évoquer l'histoire ancienne qui nous lie avec ces anciens sites historiques et ces anciennes communes qui ont une histoire très ancienne avec la principauté, mais aussi, comme vous avez pu le voir à Saint-Paul-de-Vence, une histoire beaucoup plus contemporaine, puisque voilà, avec ce très beau parcours illustré par des très belles photos de ma mère lorsqu'elle est venue ici sur la Côte d'Azur à Cannes pour le festival, mais voilà, parcouru tout un ensemble de communes de ce moyen pays, et notamment à Saint-Paul-de-Vence, pour évoquer cette très belle histoire et cette très belle connaissance qu'elle a eue dans cette année 1955, qui a été déterminante pour elle et pour son avenir. Et je crois que c'est une très belle histoire à raconter, qui a été merveilleusement illustrée. Et je souhaite que ce parcours connaîtra un très grand succès. Voilà, et nous reviendrons plus en détail sur ce déplacement princier dans notre édition de demain. Ce lundi 14 juillet, c'était bien sûr le jour de la fête nationale française. À cette occasion, l'ambassade de France à Monaco a organisé hier soir, vous le voyez, une réception sur les terrasses du Soleil de Monte-Carlo en présence du prince souverain, de l'ambassadeur français Jean d'Haussonville et d'autres personnalités monégasques et françaises. Une manière de souligner encore une fois les liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent les deux pays. Et puis comme il nous l'avait dévoilé hier sur notre plateau, l'ambassadeur a profité de cette soirée pour annoncer une visite d'État de retour du prince Albert II en France en 2026. Désormais, tous les mardis, vos prévisions météo classiques seront complétées par une météo de l'eau. C'est la SMO, la Société monégasque des eaux, qui en est à l'initiative depuis qu'elle a fait le constat que nos besoins dépassent parfois les réserves disponibles sur le territoire. Pour en parler, nous sommes avec son directeur. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. D'abord pour avoir une première idée de ce que représentent les ressources à Monaco, d'où vient l'eau et comment est-elle gérée par la SMO sur le territoire? Alors, Monaco effectivement dispose de ressources propres sur son territoire. Elles sont au nombre de 6. On les appelle Ingram, Testimonio, Marie, etc. Et elles sont toutes plus ou moins dans le quartier des bâtiments de la Monégasque des eaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est ici. Et elles assurent environ un tiers des besoins de la principauté annuellement, avec une très forte variabilité. Parfois, elles assurent la totalité des besoins quand on est au cœur de l'hiver ou au début de printemps et que c'est très pluvieux. Et comme à l'heure actuelle, elles assurent quasiment plus grand-chose dans la mesure où on est en période estivale et qu'il pleut de moins en moins. Évidemment, pour compléter ces ressources, nous avons besoin d'apports extérieurs qui proviennent essentiellement de l'ouest par le canal de la Vésubie et de la plaine du Var, et à l'est par les pompages qui sont dans la Roya. C'est ce qui vous a poussé à créer cette météo de l'eau dont vous allez nous parler. Comment va-t-elle fonctionner? Quel est votre constat de départ? Alors, on a été amené à créer la météo de l'eau, un petit peu à l'image d'ailleurs de la météo de l'électricité, pour rendre compte au grand public des conditions dans lesquelles on est capable d'approvisionner la principauté. Et qu'au-delà du fait que l'eau coule toujours ou presque toujours au robinet, sauf exception liée à des chantiers ou à quelques fuites, c'est pas toujours de la même manière que l'eau arrive jusqu'au robinet.
Et de manière à sensibiliser les gens à la fragilité du système, à sa forte variabilité, on a été amené à introduire donc cet indicateur, la météo de l'eau, qui est sous forme d'une petite goutte, toujours bleue, puisque ce n'est pas un indicateur représentatif de la qualité de l'eau, mais bien de la quantité et de son origine surtout, soit en provenance de l'extérieur, soit en provenance des ressources locales dont je parlais tout à l'heure. Et il est sensible évidemment aux modifications de la météo et également au changement climatique qui est en train d'intervenir sur la Côte d'Azur et pas que évidemment. Et alors si vous jugez qu'il y a un déséquilibre entre les besoins et les ressources, quelles mesures pouvez-vous mettre en place et quels sont les bons gestes à adopter? Alors, il y a toujours une adéquation entre les besoins et les ressources, parce que sinon il y aurait des manques d'eau, ce qui n'est pas le cas, fort heureusement. En revanche, le type d'origine est très variable et cet indicateur permet de faire prendre conscience aux gens de la dépendance de Monaco vis-à-vis de l'extérieur ou de si on peut dire autrement, de son autonomie par rapport à ses besoins journaliers. Et donc l'indicateur est au vert à 4 stades. Au vert quand les ressources locales de Monaco assurent plus de 50% des besoins journaliers de la principauté. On peut même aller jusqu'à 100%. Dans certains cas, comme je le disais, au cœur de l'hiver. Ensuite, on a un indicateur qui change de couleur, qui passe au jaune quand on est entre 50 et 25%. Ensuite, l'indicateur vire au orange quand on est entre 25 et 15%. Et puis, il est carrément rouge quand, malheureusement, on est en dessous des 15% des besoins exprimés par la principauté. Et ça, c'est un indicateur qu'on retrouve dans ce stade-là, en général aux alentours de l'étiage, tout à fait en fin d'été. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est plutôt dans le jaune. Est-ce que vous pensez que la météo de l'eau pourrait suffire justement à inciter les gens à faire plus attention à leur consommation? Alors, en tout cas, c'est un indicateur qui doit faire prendre conscience aux gens que l'eau du robinet n'est pas toujours de la même origine, ça c'est important. Ça exprime par là même un petit peu la fragilité de la ressource et donc la nécessité d'y faire extrêmement attention. Je dirais que Monaco a fait des efforts considérables depuis les années 2000, date à laquelle je suis arrivé en principauté. Pour vous donner un ordre d'idée, Monaco avait besoin de 6 millions de mètres cubes par an pour passer une année en 2000, 2001, 2002, 2003 même, un petit peu plus avec la canicule. Et puis aujourd'hui, on en est à 4 400 000 mètres cubes, ce qui est une baisse considérable, quand dans le même temps, l'activité économique de Monaco a plus que triplé. On peut voir les efforts qui ont été fournis par tout un tas de consommateurs différents, les grands institutionnels, le gouvernement, la consommation des jardins publics, l'arrosage des voiries, la SBM a été un gros acteur des économies, et puis les particuliers tout simplement qui ont appris à faire attention, à s'équiper de matériel plus moderne et moins consommateur d'eau, et puis les éco-gestes qu'on a fait rentrer dans les mœurs avec le fait d'arrêter de l'eau quand on se brosse les dents, etc. Alors le département des Alpes-Maritimes a connu des périodes de sécheresse, notamment l'année dernière, des périodes impressionnantes. Les nappes phréatiques avaient également perdu beaucoup d'eau. Est-ce que la situation globale est revenue, vous diriez, à la normale aujourd'hui ou est-ce qu'elle reste préoccupante ? Les derniers éléments que j'ai pu avoir montrent que effectivement l'année 2024 et l'année 2025 sont évidemment beaucoup plus fournies en eau et pluvieuses que n'a été l'année 2023, qui a quand même été une année extrêmement sèche. Et pour autant, le niveau de recharge n'a pas été aussi efficace que ça aurait pu l'être, ce qui fait qu'aujourd'hui, en préfecture, les messages que j'entends sont des messages de prudence en tout cas, et de prévision pour la période estivale qui s'annonce, relativement chaude, de prudence assez forte sur la ressource et sur les difficultés qui pourraient surgir éventuellement en fin d'été. Voilà pour l'actualité de l'eau. Merci beaucoup Manuel Nardi d'avoir répondu à nos questions sur cette météo de l'eau qui sera donc mise en place, je le rappelle, à partir de mardi prochain sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Société monégasque des eaux. Merci à vous. Merci Théo. Parmi les nombreux événements de l'été à Monaco, cette exposition, Boulevard du Larvoto, à la Camille Art Gallery précisément, elle s'intitule Fort Vincent, Connexions intemporelles, un hommage à Vincent van Gogh à travers le regard d'un artiste contemporain, Erik Massolder, qui explore un lien pictural et émotionnel avec le célèbre peintre hollandais. Le reportage de Christine Dapetit et Lionel Bernardi.
Des couleurs puissantes, des gestes bruts et en toile de fond, l'ombre bienveillante de Van Gogh. Une série d'œuvres de l'artiste Eric Massolder qui réinterprète, sans copier, l'univers de Van Gogh comme un dialogue à travers le temps. Une exposition qui révèle un lien profond entre deux sensibilités artistiques. En fait, Van Gogh est placé vraiment comme un étalon de la mesure de son travail. Et donc ça, c'est une pression énorme pour Massolder. Mais on peut voir des éléments connexes dans le rapport qu'ils ont tous les deux à la nature, le rapport qu'ils ont thérapeutique presque avec la nature, aussi un rapport thérapeutique à l'art qui est un besoin qui est pratiqué par les deux artistes avec un rythme frénétique, avec une énergie qui est vraiment débordante. Et donc on peut voir que ces deux productions qui fournissent des réponses à la noirceur, qui fournissent des réponses à des crises qui sont pertinentes dans ce sens-là et qui proposent justement plusieurs solutions, disons, de lumière par rapport à des temps sombres. On connaît Vincent pour la noirceur qui accompagne sa légende, pour l'oreille bien évidemment. Et donc c'est l'idée de transcender toute cette noirceur, toutes les crises qu'on vit actuellement pour amener des solutions. Une immersion dans la mémoire artistique, mais aussi une quête d'identité à travers l'autre, une plongée vibrante entre mémoire, matière et modernité. Fort Vincent, connexion intemporelle, une exposition à voir jusqu'au 15 septembre à la galerie Camille, 3 avenue Princesse Grace. Une nouvelle adresse vient d'ouvrir ses portes à Monaco, un centre de bien-être, mais un peu particulier. Il s'appelle Platinum Age Management et fonde son affaire sur une promesse ambitieuse, ralentir le vieillissement et optimiser la santé. Christine Dapetit et Camille Caloni sont allés découvrir le concept. Situé au 18 avenue de Grande-Bretagne, Platinum Age Management mise sur une approche scientifique et personnalité de la longévité au programme bilan biologique poussé, soins régénératifs, exercices ciblés, optimisation hormonale, nutrition cellulaire et gestion du stress. L'objectif de Platinum Age Management, c'était vraiment de développer une nutraceutique de pointe pour des personnes exigeantes et vraiment pour aller viser les 5 facteurs du vieillissement cellulaire à l'intérieur du corps. Donc on a travaillé pendant 2 ans avec des scientifiques spécialistes du vieillissement cellulaire pour travailler sur une solution qui s'appelle Régénérative Solution, qui est vraiment la base de notre protocole. La partie plan, en fait, si vous voulez, holistique, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, etc. C'est vraiment pour rendre plus efficace cette solution régénérative qui va vraiment aller travailler sur les mécanismes du vieillissement cellulaire. On a dans un premier temps, on a basé notre activité, ce concept sur l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a un questionnaire qui va nous permettre de connaître les habitudes, le mode de vie des personnes qu'on a devant nous. Ensuite, on va évaluer leur métabolisme, savoir quelle est leur composition corporelle. Ensuite, on va faire différents tests au niveau de la force, de l'équilibre, de la flexibilité, d'autres paramètres comme le VO2 max, donc les capacités cardiaques. Et ensuite, on va avoir un bilan complet et ça va permettre de vérifier quels sont les points à travailler pour améliorer ce qu'on appelle l'âge biologique, qui n'est pas vraiment l'âge de la carte d'identité, qui peut être très différent, et de l'âge chronologique. Ici, chaque patient suit un protocole sur mesure qui lui est propre pour retrouver équilibre, énergie et vitalité. Chaque personne est différente. L'objectif d'Age Reverse, c'est le nom de notre marque, c'est d'inverser l'âge biologique de la personne. Et c'est effectivement, il y a des personnes qui arrivent et qui ont 40 ans et qui, à l'âge biologique, ont 60 ans. Et puis d'autres, en fait, c'est l'inverse. Elles ont l'air beaucoup plus jeunes et elles ont un âge biologique beaucoup plus jeune. Notre objectif, au final, c'est on réussit toujours par faire rajeunir la personne au bout de 6 mois ou 1 an. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient complètement démunis, donc j'ai eu envie de construire un centre de longévité et de donner les clés aux personnes qui veulent avancer dans l'âge dans les meilleures conditions pour rester en bonne santé et continuer à profiter de la vie. Un accompagnement haut de gamme dans un cadre confidentiel et apaisant. Platinum Age Management, une nouvelle ère de la santé préventive au cœur de la principauté. Zoom à présent sur une initiative pleine de sens. Il y a un mois, une dizaine d'enfants de l'école de la Condamine sont venus à la rencontre des résidents d'Aquiétoudine. Un choc des générations autour d'un atelier insectes porté par Terrae et qui a donné lieu à de beaux moments de partage, comme l'ont constaté sur place Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Ils ont entre 7 et 95 ans et c'est avec le sourire aux lèvres qu'ils s'attellent à répondre au questionnaire. Un moment convivial et pédagogique que partagent des élèves de CE1 avec les résidents de la maison de retraite, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. On
partage un bon moment et on doit réfléchir ensemble. Ça fait toujours plaisir. On les a eus et maintenant ils sont grands. On ne les a pas oubliés, mais c'est plus rien à côté de ça. De l'ambiance, puis en même temps, on ne s'ennuie pas tout ça. Car sinon, c'est monotone. Hein. Lutter contre la solitude et transmettre le lien social à tous les âges, c'est l'objectif de ces rencontres intergénérationnelles. Ça donne beaucoup de plaisir et de bonheur à nos résidents de pouvoir avoir ce contact avec des plus jeunes. Très souvent, je veux dire, ils ont de la famille, mais qui peut être lointaine et qui peut habiter dans d'autres endroits que Monaco et ne pas voir souvent leurs petits-enfants. Et donc, c'est pour eux l'occasion d'échanger, de se rapprocher de cette génération beaucoup plus jeune qu'eux. Cette rencontre est la 8e dans cette résidence, un moment de partage régulier pour apporter du bonheur pour les 70 résidents de l'établissement. Je vous propose de nous intéresser maintenant à un sujet aussi banal que fascinant, les prénoms. Il en existe des milliers à travers le monde, certains sont très appréciés des nouveaux parents qui les choisissent pour leurs enfants, tandis que d'autres n'auront jamais grâce à leurs yeux. Alors nous avons voulu entrer dans la tête des parents afin de comprendre comment fonctionne l'art du prénom. Et c'est un sociologue spécialiste du sujet qui va nous aider à y voir plus clair. Bonsoir Baptiste Coulmont. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc sociologue des prénoms à l'École normale supérieure Paris-Saclay. D'abord, pour que l'on ait le contexte, de façon générale, quelle est la nature des prénoms qui sont plus donnés aujourd'hui ? Alors les prénoms qui sont donnés en France sont plus courts aujourd'hui qu'avant. Ils sont concentrés autour de prénoms qui ont 3, 4 ou 5 lettres et les prénoms des filles sont fortement concentrés autour des prénoms en A. Il y a plus d'une fille sur 2 qui va naître aujourd'hui avec un prénom qui se termine par le son A comme Sarah ou Clara. On sait que les prénoms ont bien souvent une origine géographique à travers les régions ou les outre-mer. Parfois c'est même un mythe, comme celui qui dit que les Kevin ou les Jordan viennent tous du Nord. On sait aussi bien que la classe sociale joue énormément. Est-ce que ces critères ont changé aujourd'hui ou est-ce que la géographie et la position sociale jouent encore beaucoup ? On peut parler aussi de Monaco par exemple. Alors la géographie aujourd'hui, non, pour la France, ça joue très peu. Hein. Les prénoms qui sont les plus donnés au niveau national sont souvent les plus donnés au niveau régional ou départemental. Les prénoms restent un marqueur de position sociale parce que les parents donnent un prénom qu'ils aiment et le goût dépend de toutes les expériences qu'on a vécues avant. Donc oui, le prénom indique un peu d'où l'on vient. Généanet, le site de généalogie en ligne et l'INSEE ont révélé que des prénoms catégorisés comme désuets revenaient très à la mode depuis 2020, comme Arthur, Louis ou Léon, ou encore que des prénoms provenant de l'Ancien Testament étaient beaucoup donnés, comme Gabriel, qui est le plus attribué, Adam, Isaac ou Aaron. Pourquoi cette tendance pour les prénoms que tout le monde connaît, mais dont personne ne voulait jusqu'alors ? Le retour des prénoms anciens, c'est classique en fait. Hein. Depuis que les prénoms sont choisis en fonction du goût, eh bien, les parents peuvent remettre au goût du jour des prénoms anciens. C'est ce que disaient déjà des journalistes dans les années 50 quand ils s'étonnaient qu'on appelait des enfants Anne ou Thierry. Ils disaient la mode aujourd'hui est au prénom ancien. Donc c'est assez classique. Après, il y a certains prénoms que l'on trouverait en effet dans l'Ancien Testament, mais tous les prénoms de l'Ancien Testament sont loin d'être repris. Les parents ne vont piocher dans l'Ancien Testament que des choses qui vont ressembler à des prénoms. Donc il y a énormément de prophètes de l'Ancien Testament qui ne voient pas leurs prénoms revenir au goût du jour. Justement, quand on est dans des endroits un petit peu comme Monaco, où on a un mélange de différentes nationalités, c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi, c'est-à-dire à la fois des prénoms plutôt de la consonance italienne, des prénoms un petit peu français aussi. On va avoir justement cette diversité, il n'y a pas vraiment de prénoms de référence ou des prénoms très locaux, ça va être une diversité. Oui, et puis le prénom le plus donné aujourd'hui, il est donné qu'à environ 1% des bébés. Donc, si l'année dernière, pour les filles, je ne sais plus si c'était Louise ou un autre prénom, mais Louise n'est donnée qu'à 1% des petites filles, et donc 99% des petites filles ne s'appellent pas Louise. Les prénoms sont très très variés. Il faut en prendre beaucoup pour avoir un groupe de prénoms qui nomme une partie non négligeable de la population. Alors, on note également une autre tendance très intéressante, celle des prénoms que les parents créent eux-mêmes, qu'ils trouvent en fusionnant leurs deux prénoms respectifs, ou alors des prénoms incongrus, les Nutella, Clafoutis, Anomalie ou Excel, oui, ils existent parfois, mais ils n'ont pas tous été acceptés. Qu'est-ce que cela révèle des parents, cette idée de choisir des prénoms complètement extravagants ?
Alors les prénoms rares ou nouveaux, ça existe depuis longtemps. On peut prendre l'exemple de Pierre. Sur cette pierre, je construirai mon église. Pierre, c'est un petit caillou. Et toutes les choses, les graphies ou les sons peuvent servir de prénom si ça ressemble à des prénoms. Ensuite, le prénom, il a aujourd'hui une nouvelle fonction. On s'appelle par le prénom quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut que le prénom soit plus rare qu'il ne l'était avant. On ne peut plus avoir 5 petites Sandrine dans la même classe. Les noms de famille sont très rares. Ils permettent d'identifier une personne dans un collectif de travail très facilement. Les prénoms, pas encore. Mais des parents peuvent vouloir, pas pour des questions d'originalité, mais peuvent vouloir que leur enfant soit bien identifié dans un collectif d'une trentaine ou d'une cinquantaine de personnes et donc choisir un prénom très rare, voire inventé. Merci beaucoup Baptiste Coudemont, sociologue des prénoms, d'avoir été avec nous pour explorer les tendances actuelles sur ce sujet. Merci à vous. Au revoir. Elles sont aussi rafraîchissantes que réconfortantes. On en trouve de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Je vous parle des glaces, bien sûr, les grandes stars de l'été. Cette année encore, les glaciers de la Principauté rivalisent de créativité pour séduire les gourmands, toujours plus nombreux, surtout en période de forte chaleur. Alors, quelles sont les tendances du moment? Réponse avec Sarine Cary et Jean-Alexandre Dordet. Servis en pot ou en cornet, les glaces se vendent comme des petits pains à la saison estivale. C'est le plaisir abordable à s'offrir à tout moment de la journée et idéal pour se rafraîchir lorsque le mercure grimpe. Avec la chaleur qu'il fait, je pense que c'est bien de s'offrir une petite pause de fraîcheur. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous êtes resté classique? Alors moi j'ai pris Nutella. Pas mal parce qu'on a l'impression que c'est du Nutella qui fond dans la bouche et yaourt parce que j'adore la glace au yaourt. C'est les meilleures glaces de Monaco, on vient tout le temps là avec mes copines, c'est rafraîchissant et elles sont trop bonnes, franchement je vous conseille vraiment. Vous avez choisi quoi comme goût? C'est le parfum Choco Pop, c'est mon parfum préféré, c'est comme fleur de lait avec du Nutella dedans, c'est trop bon. En voilà un parfum original, il faut dire que chaque année les professionnels redoublent d'inventivité pour attirer les becs sucrés, que ce soit en termes de saveur ou de format. On a des pâtisseries glacées, on appelle ça, donc on a des verrines glacées, on a des gâteaux glacés, on a fait des cheesecakes glacés aussi cette année. C'est vraiment une offre assez variée pour aussi les dîners, les anniversaires, pour notre population locale qui a envie de quelque chose de différent pour la touche sucrée pour leurs invités. Si vous aussi votre cœur vous dit de manger plus de crème glacée, alors faites-vous plaisir. C'est bon, c'est très bon. Et oui, c'est très bon, on en prendrait bien aussi. Voilà, c'est sur cette note sucrée que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Christine Dapetit pour vos prévisions météo du mercredi. On se quitte en images avec la réception du 14 juillet proposée par l'ambassade de France à l'occasion de la fête nationale capturée par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19 h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Demain à Monaco, le soleil dominera toute la journée, mais l'après-midi sera lourde avec une chaleur humide. Les températures seront comprises entre 22 et 29 degrés. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater. Ce mercredi sera également la fête des Carmels. Alors, selon la tradition, au XIIIe siècle, la Vierge serait apparue à Saint-Siméon-Stock, supérieur de l'ordre du Carmel, lui confiant le scapulaire, symbole de protection spirituelle, un objet que portent encore aujourd'hui de nombreux croyants. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.